Alors, en fait, j'ai pas la prétention de faire une conférence, j'ai la prétention aucunement de dire ce qu'est la médecine de précision, car c'est un sujet immense, d'autant que maintenant, elle va s'enrichir des omics, de la métabolomique, du ce qui se passe au niveau de la flore intestinale, de ce qui est de l'ordre aussi de la génétique bien sûr, mais de l'épigénétique aussi. Donc c'est pas possible de parler de tout ça. Dans le domaine du diabète, il y a eu quelques années quand même le besoin d'essayer de clarifier un petit peu. On va essayer de voir ça. En gros, puisque l'idée c'est quand même d'améliorer la prévention, le diagnostic des maladies, surtout quand on est face à un magma et une masse énorme de personnes qui sont les diabétiques de type 2 en particulier, d'avoir un peu plus de traitement sur mesure et pas du prêt-à-porter, de voir dans quelle mesure ça peut orienter la recherche sur des médicaments. On voit que ça a été le cas pour les GLP1. Les GLT2, c'est une histoire qui est très différente. Moi, je l'ai un peu vécu dans mon expérience de recherche il y a bien longtemps. Et par ailleurs, c'est bien sûr quelque chose qui associe quand même, parce que c'est un terme flou, on parle de personnalisé, d'individualisé, etc. Il y a aussi quand même une dimension qui est de prendre en compte le patient dans son choix aussi. Mais ça, c'est un sujet qu'on ne va pas traiter, évidemment. Alors, si on regarde le cancer, effectivement, c'est une seule slide, ça montre bien finalement que, au départ, les traitements avaient des effets, mais laissaient passer beaucoup d'une part des effets secondaires, mais aussi des inefficacités. Et aujourd'hui, petit à petit, les cancérologues font des traitements de plus en plus sur mesure. J'ai lu encore il y a 3 4 jours un article sur les mélanomes et sur une autre molécule qui vient encore de donner du temps, parce qu'il y a eu une époque en particulier où le mélanome était quand même, à partir d'un certain stade, une condamnation. Et j'ai vu un certain nombre de personnes de ma connaissance avoir bénéficié petit à petit des différentes étapes d'avancement et finalement aujourd'hui d'être toujours avec nous. Donc, est-ce qu'on en est déjà là dans le diabète? Moi, je crois pas, mais quand même, on n'est plus tout à fait là, quoi. C'était quand même ça, le diabète. À droite, évidemment, vous reconnaissez tout de suite le diabète de type 2. À gauche, le diabète cachectique du diabète de type 1. On a quand même fait un certain nombre de choses d'avancées. Alors, il y a une première chose, il y a un papier qui vient de sortir dans Diabetes Care, là, il y a un mois ou ce mois-ci, qui reprend les diabètes atypiques. Je vous conseille de le lire, il est vraiment intéressant. Il vous rappelle qu'il y a bien sûr des diabètes très insulino-résistants, lipodystrophiques, syndromiques, secondaires, monogéniques. Bon, vous connaissez ça, mais il le précise bien. Et puis sinon, il y a vraiment le diabète de type 1, le type 2, et puis la question de cette fameuse avancée ou pas qu'a été le travail des Scandinaves, qui ont proposé une classification en cluster, on va en dire un petit mot. Mais finalement, le fait d'être précis, est-ce que, moi, mon point de vue, c'est qu'au point où on en est aujourd'hui, pour un praticien face à un patient donné, un patient, c'est surtout la rigueur médicale et c'est surtout le côté d'application des règles de prise en charge des patients qui fait que la médecine est précise et que du coup elle est vraiment appliquée. Donc en fait ça veut dire effectivement de faire un diagnostic le plus précis possible de diabète. Vous allez voir que c'est pas si simple, enfin en tous les cas que c'est pas tellement fait. Cibler les thérapeutiques, respecter les guidelines, s'assurer que le patient est d'accord, bien sûr. On parle beaucoup de décisions médicales partagées maintenant. S'assurer aussi que les traitements sont efficaces. Il y a eu un moment, on a appelé, vous vous souvenez peut-être du terme de stopping rules, les règles d'arrêt d'un traitement, parce qu'on se rendait bien compte que certaines thérapeutiques ne marchent pas pour pouvoir éviter l'empilement et trouver, aujourd'hui avec la diversité des traitements, le bon traitement. Enfin, en tous les cas, le moins mauvais en tous les cas. S'assurer de la persistance sous traitement. Vous allez voir quelques données concernant les GLP1, voire peut-être les biagonistes, qui, dans les études randomisées, hautement surveillées par des équipes, disons, très coordonnées entre elles, comme on le souhaite même dans la pratique courante, n'empêche que quand c'est pas ça, ça pose quelques problèmes. Et donc, du coup, éviter l'inertie thérapeutique aussi, hein, ça c'est une chose importante. Alors, rapidement, parce que vous avez déjà vu ça, on en a déjà parlé, vous savez que mon ami
et votre grand conseiller depuis très longtemps dans la formation, etc., qui est Louis Monnier, avait considéré cette classification comme quand même quelque chose d'un peu, disons, pas très sérieuse, en tous les cas, pas aux retombées si claires que ça. Il avait dit que les Scandinaves avaient perdu le Nord, n'est-ce pas, Bernard? Donc, en faisant cette étude. À la réflexion avec le recul, je crois pas du tout. En tous les cas, il y a un grand mérite, c'est de faire une avancée. C'est-à-dire d'essayer de trier quand même à l'intérieur des diabètes de type 2 les choses entre elles. Enfin, vous vous souvenez, c'était les anticorps, l'IMC, l'âge de révélation du diabète, ces diabètes de nouveaux apparus qui étaient pris en charge nouvellement dans leur service. L'hémoglobine glyquée, le HOMA-B et le HOMA sensibilité à l'insuline. Bon, ça c'était d'ailleurs ces deux derniers points qui avaient été souvent pointés comme peut-être pas assez sérieux. Alors voilà, la dernière présentation que j'ai trouvée récente, qui montre la façon dont c'est sur trois axes, l'axe en bas à gauche, auto-immunité, à la verticale, le degré d'insulinosécrétion et la sensibilité. J'ai rajouté moi-même faible à gauche et forte sensibilité à droite. Et vous voyez en fait se regrouper un certain nombre d'entités qui sont issues toujours de l'étude avec les LADA, les kétosis prone diabetes, les mitochondriaux, les MODI, etc. Mais enfin, si ce qui nous intéresse, c'est quand même les types 2, ben voilà, ils sont là et là. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, en termes de sensibilité, en termes d'insulinosécrétion, on voit qu'il y a quand même une forte dispersion. Et la question, c'est est-ce que sur des paramètres d'insulinorésistance ou d'insulinosécrétion, non pas on peut, mais est-ce qu'on doit finalement le faire? C'est ça la question. Donc vous voyez cette grande variabilité. Alors, il y a un certain nombre, ça a débouché ensuite sur cette réflexion des Scandinaves qui ont dit il y a des personnes avec un DT2 qui diffèrent indéniablement selon leurs caractéristiques cliniques, leur risque de complications et la réponse au traitement, c'est leur intention, c'est de faire clarifier ces questions-là. Personnellement, je suis un peu surpris qu'il n'y ait pas le tour de taille, parce que quand même, c'est quelque chose qui souvent est un élément assez fortement indicateur. Mais peut-être que je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas fait, ou alors ils l'ont éliminé pour des raisons peut-être d'inutilité. Et donc ils ont débouché. Alors vous voyez les 5 clusters sur ces critères. Vous voyez les 5 clusters. Vous voyez quand même que c'est un sacré nuage de points. Et voilà l'autre façon de le représenter. Et vous voyez quand même qu'il y a des écarts types qui sont extrêmement importants. Et néanmoins, ça a débouché sur, vous vous souvenez probablement, on en a déjà parlé de cette question-là, qu'ils ont donc mis en évidence d'abord qu'il y avait à l'intérieur des types 2, finalement au moins 6% de type 1 authentiques, qu'on a tendance à parler de l'ADA, vous savez bien, du fait de l'apparition tardive de nature auto-immune, sachant qu'ils n'ont dosé que les anticorps anti-GAD. Un papier récent qui a énormément fouillé sur les anticorps dans le type 2 trouve plus de 50% de positivité d'anticorps significatifs, pas artefactuels. C'est très intéressant, c'est un article qui vient de sortir, plus de 50%, et déjà dans l'UKPDS, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais déjà dans l'UKPDS, on disait qu'il y avait déjà des anticorps dans le type 2 beaucoup plus fréquents qu'on l'imagine. Certains font d'ailleurs du type 2 et du type 1 de plus en plus, peut-être c'est une provocation, une seule entité pratiquement. Après, il y avait dans le type 2, vraiment type 2, néanmoins un premier sous-groupe en bleu que vous voyez, qui était le SIDD, donc sévère insulino déficience, qui en fait a tous les presque toutes les caractéristiques, mais pas tout à fait, qui a un IMC un peu plus haut, du type 1 long, mais qui a des anticorps anti-GAD négatifs. Il faudra voir s'il en a d'autres. Il y a eu des papiers qui sont sortis ensuite. Après, il y a un groupe qui est vraiment important, c'est celui le vert, celui d'insulinorésistance sévère, parce qu'en fait, comme on va le voir, c'est ceux qui font pas seuls, mais le plus des maladies rénales, probablement cardiovasculaires aussi. Après, vous avez des diabètes, disons, dits d'obésité
modérés avec une sévérité considérée comme faible, et des diabètes apparus tardivement. Vous voyez que finalement, il y a trois premiers groupes qui posent des questions particulières. Les deux autres sont statistiquement moins inquiétants. Alors moi, je vous montre juste les groupes tels qu'ils sont. Hein. En haut à gauche, c'est l'hémoglobine glyquée. Au milieu, en haut, c'est l'âge de diagnostic. Ensuite, c'est le BMI. En bas à gauche, le HOMA. Le HOMA A, insulinorésistance, le HOMA B. Et puis tout en bas, les anticorps. Alors ça, les anticorps, effectivement, ne sont pas répartis également, puisque, comme vous voyez, c'est seul, j'arrive pas à la faire, voilà, seuls ici, les anticorps sont dans le groupe 1 puisque les autres sont pratiquement négatifs. Mais ce qu'on voit quand même beaucoup, c'est que finalement, il y a une forte dispersion. Et en fait, on a un énorme écart type, en particulier pour ce qui concerne les écarts types de marqueurs de l'insulinorésistance, de l'insulinosuppression. Mais ce qu'il fallait en retenir, c'est que le sujet obèse dont le diagnostic est tardif. Vous voyez, 67 ans là-haut. Dont l'IMC se trouve autour de 28, donc on peut même pas parler d'obésité, serait à moindre risque. C'est peut-être une façon de se dire, peut-être pas trop forcé sur certains types de patients, en termes, disons, d'intensification thérapeutique, surtout chez le sujet âgé. Ensuite, il y avait un diabète qui est considéré aussi comme à moindre risque par eux, hein, je ne parle pas pour ma personne, qui touche 22% des patients, le précédent touchait près de 40% des patients, où on a une obésité, puisque l'IMC est à 36, vous voyez, qui aurait des hyperglycémies modérées, un faible risque de complications. Voilà ce que ça nous dit. Enfin, vous voyez quand même qu'il y a, disons, on sent des nets sujets de dispersion entre les deux. Ensuite, il y a le sévère auto-immune et le sévère déficient sans immunité, où là, bien sûr, la première particularité, c'est qu'ils ont un recours rapide, beaucoup plus rapide que les autres à l'insuline. Mais ça vous étonne pas beaucoup. Vous avez des tas de patients qui arrivent. On avait parlé en aparté des berbères, hein, qui étaient plus souvent sans élévation de l'IMC, avec un phénotype assez particulier. Et quand on connaît ces populations, on les voit arriver, on sent qu'ils vont pas tarder à passer à l'insuline, mais quand on recherche des anticorps, ils sont souvent négatifs. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et c'est vraiment typiquement cette catégorie qui aurait, par ailleurs, bien sûr un C-peptide faible, mais dans le cas des complications, pour plus de rétinopathie et plus de neuropathie. C'est à discuter parce que c'est quelque chose qui est, en fait, la rétinopathie est typiquement quelque chose qui est glycémie dépendant, et je pense que si on refaisait les groupes autrement, on retomberait sur de toute façon un lien glycémie, hypertension, diabète, donc rétine. Par contre, c'est ce groupe-là qui est très intéressant, qu'ils disent ne faire partie que de 15% de l'ensemble de leurs patients, au départ du moins, parce que ce sont ceux qui font plus de néphropathie. Et qui ont par ailleurs un contenu lipidique du foie beaucoup plus important. C'est une étude allemande que Cyrielle doit très bien connaître, qui s'appelle la German Study. Et donc c'est quand même un paquet là qui est quand même doit attirer notre attention. Mais au fond, est-ce que c'est ma question que je pose parce qu'un peu provocateur, c'est est-ce que finalement pour repérer le rein, c'est cette classification, ou c'est surtout parce qu'on a des marqueurs qui sont la microalbuminurie, bien plus que la créate, parce que c'est beaucoup plus précoce, et par ailleurs, est-ce que pour repérer la stéatose et identifier ces patients à risque, c'est probablement pas le fait de les mettre en cluster ça permet de comprendre, ça peut peut-être permettre d'avancer, mais ce que je veux dire, c'est que pour un clinicien, de toute manière, son devoir, on vient de le voir pour le foie, on a vu ça beaucoup l'année dernière pour le rein, finalement c'est déjà de faire du dépistage. Or, il n'est pas fait. Pas beaucoup. Alors, est-ce qu'on a besoin de cette classification SAID, SIDD? Je rappelle à nouveau que les anticorps n'étaient que les antigades. Deuxièmement, que si on élargit les anticorps à bien d'autres anticorps, on a beaucoup plus d'anticorps positifs dans le diabète de type 2 qu'on ne le pensait à un certain moment. Donc, est-ce qu'on a besoin de cette classification? Moi, je dis non. Je pense que les HOMA sont de plus en plus pratiqués chez vous, paraît-il,
Mais certains collègues, parce qu'on parlait à table, me disaient qu'en France aussi, ça se mettait à se développer beaucoup, des demandes de HOMA. Moi, la question que je pose à mes jeunes collègues ici, enfin, deuxième temps, même tout de suite d'ailleurs, c'est est-ce que véritablement, c'est pour vous, en dehors d'études de recherche clinique ou de travail sur des groupes, est-ce qu'à titre individuel, c'est éclairant? Moi, j'ai un recul qui est aussi important, mais qui n'a pas intégré les nouvelles données depuis 8-10 ans que vous pratiquez. Donc je pense que la première chose, c'est moins que le HOMA, c'est la rigueur clinique, la rigueur de voir l'IMC, le profil, l'hérédité, de ne pas laisser passer un diabète secondaire, un diabète lié à un cancer pancréatique, etc. Encore que malheureusement celui-là s'impose très vite. Donc pour moi, la notion de clinique et d'hérédité. Alors regardez, ça c'est une petite étude intéressante qui a été faite aux États-Unis, qui avait été communiquée dans un congrès précédent, je ne sais plus en quelle année, 2018. Bon, c'est pas tout récent, mais quand même c'est pas si vieux que ça. Ils ont comparé le même groupe de patients pris en charge par un généraliste et pris par un diabétologue. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le LADA était absolument pas identifié par les généralistes, pas tous les généralistes, mais ceux-là dans cette étude. Et en fait, ils avaient classé diabète de type 1 lent de l'adulte, moins d'1% des patients, alors que les diabétologues avaient rectifié clairement jusqu'à près de 11%. Donc, si vous voulez, les maudits, par exemple, aussi, n'étaient pas du tout identifiés, etc. Donc, c'est d'abord une question de culture générale que de penser aux autres diagnostics. Est-ce qu'on a besoin pour les diabètes insulino-résistants, le fameux risque rénal, etc. Pour moi, la microalbuminurie, c'est la première chose à faire. C'est quelque chose qui d'ailleurs évolue différemment. Je vous rappelle qu'il faut la contrôler, qu'il y a des régressions, qu'il y a des progressions très vite vers des débits forts, et qu'il y a des tableaux très clairs de façon de gérer la maladie rénale. Pour moi, la maladie rénale, ça se gère pas par des clusters, ça se gère parce que, en fait, ce qui est dit, c'est qu'ils ont une microalbuminurie beaucoup plus vite et beaucoup plus forte que les autres. Mais les autres en ont aussi. Donc, c'est pas une façon, disons, d'éliminer. Donc, je crois que c'est intéressant, mais pas plus. Et je vous rappelle aussi qu'en France, il y a une étude qui vient de sortir cette année, qui avait été coordonnée un papier par Fabrice Bonnet, qui montre qu'en France, 50% seulement des patients ont une microalbuminurie annuelle. La plupart ont une microalbuminurie tous les 2 ou 3 ans. Ce qui est quand même un peu dommage, évidemment. J'imagine que chez vous, ça doit pas être très très différent. Enfin, est-ce qu'on a besoin de cette classification pour choisir les traitements selon les guidelines qu'on nous conseille aujourd'hui, qui sont adoptés à peu près pour tout le monde, même si c'est un peu, comme toute guideline, un petit peu presque caricatural? En fait, le choix d'un antidiabétique en cas de maladie cardiovasculaire ou de haut risque cardiovasculaire, enfin, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est universellement, enfin presque universellement adopté, même si on n'en a pas toujours les moyens. C'est qu'il faut choisir en prévention secondaire soit un GLP1, soit un GLT2. Sinon, et ça vaut pour les recommandations françaises. Ce qui a été un peu surprenant pour nous, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, les Français qui sont là, c'est que la HAS a élargi au risque modéré. Alors, je ne sais pas si vous l'avez noté, relu dans le détail, ça a beaucoup surpris les collègues diabétologues qui ont pas très bien compris pourquoi ça allait si loin, alors qu'il n'y a pas d'AMM pour ce risque modéré. Mais bon, c'est quelque chose qui a un peu surpris. La deuxième, donc, c'est GLP1 et GLT2. Pour ce qui concerne la maladie rénale, c'est très clair, il faut préférer un GLT2. Pour ce qui concerne l'insuffisance cardiaque, pareil, c'est un GLT2. À gauche, ici, c'est la classification du risque en fonction de la catégorie auquel appartiennent les très hauts risques, risque modéré, risque faible. C'est des choses qu'on doit apprendre quand on est gamin, on connaît ces tables de multiplication. Et donc, c'est ça qui doit guider en premier lieu. Et vous voyez là l'autre façon de présenter les choses ici par l'ESC, la même chose que l'ADA-ESD, et vous voyez qu'il y a des traitements qui sont préférentiellement proposés là-dedans. Donc, qu'est-ce qui reste finalement? Est-ce que cette classification a des mérites? Oui, je pense vraiment, c'est d'essayer de contribuer à donner une médecine plus précise. Est-ce que dans la pratique quotidienne, pour un médecin diabétologue ou généraliste, lambda, comme on dit, ça va le sortir
D'affaires, je crois pas. Il faut surtout rappeler, même quand on dit j'ai mis le GLP1, c'est un diabétique, il est à haut risque, il est en prévention secondaire, ok. Mais est-ce que tu lui as mis une statine? Eh ben, non. La moitié des gens sous GLP1 dans certaines études n'ont pas diabétiques, n'ont pas de statine. Ça, c'est une étude allemande. C'est pas des Français qui sont pas rigoureux, c'est pas des Marocains qui savent pas faire comme il faut, c'est des Germaniques. Eh ben, si vous regardez cette diapo tranquillement, hein, c'est sorti il y a pas très très longtemps, c'est 2023, hein, septembre 2023. À gauche, c'est le diabète de type 1, à droite, c'est le diabète de type 2. Les couleurs, c'est fibrate, PCSK9, ézitimib, statine, etc. Ben, vous vous rendez compte que ça plafonne à 30% de prescription dans le type 1 et maximum à 50% dans le type 2. Je vous conseille, sincèrement, je pense que c'est ce qu'on appelle en français remettre l'église au milieu du village, parce que la puissance de prévention, le NNT des statines, par exemple, c'est-à-dire le nombre de patients à traiter pour éviter un événement, est bien supérieur à ceux des GLP1, bien supérieur. Après, si vous mettez les deux, magnifique. Après, il faut savoir s'ils vont le faire. Ça, c'est encore la dernière question. Mais ça, cette diapo, je crois qu'il faut la montrer à tout le monde. Hein, c'est l'Allemagne, en plus, on peut pas, voilà. Eh bien, si on parle plus de l'Allemagne, parlons du médialiste et Afrique. Alors ça, c'est une diapo qui est assez intéressante. J'aurais regardé juste en bas, c'est en fonction des pays. Hein. Il y a la Jordanie, le Koweït, le Qatar, l'Afrique du Sud, etc. Et vous voyez, tout en bas, c'est la réalisation à gauche de l'hémoglobine glyquée, la pression artérielle, le LDL aux objectifs, c'est les facteurs aux objectifs. Vous avez vu le niveau de facteurs qui sont aux objectifs? On n'y est pas du tout. On n'y est pas du tout. La médecine de précision, peut-être, ça devrait être ça d'abord, même si le mot n'est pas adapté. Voilà. Est-ce que les antidiabétiques sont bien ciblés? Ben, dans cette étude, qui est énorme, absolument, sur plusieurs centaines de milliers de personnes, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de facteur qui a beaucoup fait choisir les SGLT2 et pas beaucoup non plus le GLP1. Ça n'a pas été sur mesure. Et regardez cette étude, elle est vraiment intéressante. Elle date un peu. Je pense que elle date de 2 ans hein, ou 3 ans. Hein, voilà. C'est les prescriptions entre 2006 et 2020 de SGLT2 en Grande-Bretagne. Vous voyez en haut ceux qui avaient une maladie rénale. Regardez où est la flèche de prescription des SGLT2 et regardez la flèche ici de ceux qui n'ont pas de maladie rénale. Ça veut dire qu'en fait, on a donné en Grande-Bretagne absolument pas, au moins pendant plusieurs années, les SGLT2 pas nécessairement à la mauvaise personne, mais pas aux bonnes personnes. Il n'en avait pas. Donc, moi, je veux bien qu'on fasse des tas de recommandations et qu'on fasse des grandes philosophies. Puis regardez cette diapo. Malgré le contrôle glycémique intensif, le risque résiduel d'événements rénaux ou d'insuffisance cardiaque, rénaux première ligne du haut, insuffisance cardiaque en bas. Voyez les effets de différentes classes thérapeutiques ben, ou simplement du contrôle glycémique, vous voyez qu'il y a encore, il y a des effets classes, mais il y a encore beaucoup à faire, beaucoup à faire. Enfin, le traitement, s'il est bien indiqué, est-il bien pris? Qu'en est-il de l'observance? Là, il y a un papier qui vient de sortir dans le JAMA, là, il y a quelques jours, en gros, dont le message est que les arrêts dans l'ensemble des patients obèses ou diabétiques de type 2, mais obèses sans diabète, étaient de l'ordre de presque 40% au bout d'un an. Mais bien plus chez les obèses sans diabète que chez les sujets en surpoids avec diabète. C'était déjà la conclusion d'une publication qui est extrêmement récente, je crois que c'est aussi fin 2020, non, 2024, qui montrait que dans une population avec des sujets uniquement obèses traités par de fortes doses de liraglutide, on avait, vous voyez, une persistance sous traitement qui était très faible. Donc, c'est bien de faire des ordonnances, mais c'est là que Cathy, IPA, ferait, hein, faudrait peut-être leur dire, voilà. Mais la question, c'est pourquoi aussi. C'est pourquoi.
Et puis enfin, est-ce qu'il y a des répondeurs, des bons répondeurs et des mauvais répondeurs? Parce qu'il suffit pas de faire des traitements. Je vous rappelle l'étude historique de l'équipe d'Attersley, si ça vous intéresse, la notion de médecine de précision dans la thérapeutique. Suivez cet auteur et le groupe de publication qui s'appelle Mastermind. Eh bien, vous verrez à quel point ils ont pu affiner, parce qu'ils ont une grosse base de diabète de type 2 qui était plus ou moins répondeur sur quels critères. Ça, c'est l'étude ADOPT. Alors, l'étude ADOPT montrait que finalement, quand on mettait des TZD, ça stabilisait très bien la glycémie pendant 5 ans. C'est des études de monothérapie. Et quand on mettait des sulfamides, ça baissait fort, mais ça remontait très vite. En fait, ils se sont rendus compte qu'il suffisait de séparer par surpoids et par genre. Et à ce moment-là, on n'a pas du tout les mêmes résultats. Vous voyez à quel point les femmes en surpoids ou obèses avaient une remarquable durabilité sur 5 ans de leurs effets, alors que pour ce qui concerne les sulfamides, il y avait un échappement total, et alors que pour les non obèses, mal. Ça vous paraît sûrement logique, parce qu'il y a un problème de sécrétion, d'insuline, etc. N'empêche que ça veut dire une chose, ça veut dire que, ben, comme disent certains conclusion, toutes les chaussures ne vont pas à toutes les pointures. Voilà. Et là, c'est une étude aussi sur la réponse au GLP-1 en fonction de la génétique. J'ai pas le temps de développer. Il y a beaucoup d'études actuellement là-dessus. Donc, en conclusion, je dirais que plutôt, même s'il faut remercier les Scandinaves, car ce que je n'ai pas dit, c'est que ça a été confirmé dans des tas d'autres populations. Les Chinois ont été les premiers à confirmer, mais pas nécessairement avec les mêmes proportions dans les différents clusters. Puis il y a eu des confirmations qui ont été faites en Allemagne, qui ont été faites ailleurs, y compris dans un pays du Moyen-Orient sur une population arabe, pas berbère mais arabe, euh, pas avec la même proportion, mais de toute façon, les deux premières catégories, le LADA et les diabètes insulinopéniques, ont été clairement identifiés. Mais à quoi ça sert? Bon, moi, je dirais que d'abord, il faut faire une approche clinique, comme nous a montré Cathy tout à l'heure. Il faut vraiment rentrer dans le détail, il faut avoir du temps, il faut prendre son temps, et il faut au moins connaître l'evidence-based medicine, les guidelines, les suivre et s'assurer qu'on n'a pas oublié les statines ou les ARA2 ou les IEC ou les antiagrégants avant de se lancer dans des considérations de très haute volée. Moi, je crains un peu qu'actuellement les arbres GLP1 et BI agonistes cachent un peu la forêt de ce qui n'est pas fait derrière. J'espère que je vous en aurai convaincu. Merci.